Est-ce que cette ligne de front, elle bouge ou pas ? Très très peu. En réalité, il faut imaginer, sur l'année 2024, les Russes ont progressé de ce qui représente 4000 km², c'est-à-dire un petit département français. En 1000 jours, ils ont pris 1% du territoire ukrainien en ayant quasiment 1 million de pertes militaires. Donc on est sur des chiffres qui sont stratosphériques et on parle de pertes prouvées et de progressions qui sont prouvées. Donc oui, ils progressent, mais c'est complètement à la marge, c'est absolument ridicule. Et juste pour prendre le Donbass, à la vitesse actuelle, il leur faut encore 2 ans à 2 ans et demi. Donc on sait très bien que militairement et économiquement, la Russie n'est pas en mesure de continuer au rythme actuel, d'où la pression sur la population civile, puisque militairement ils n'y arrivent pas. Ils veulent faire en sorte que la population civile s'effondre. Heureusement pour les Ukrainiens, ils ont réellement une résilience qui est très importante et au contraire, ça a plutôt tendance à les motiver. Et c'est la question justement anonyme, je ne vois pas le nom. Les Ukrainiens peuvent-ils se défendre seuls sur le terrain militaire ? Alors aujourd'hui, ils le font. Ils ont la chance d'avoir un soutien qui leur est apporté, qui est très très loin de ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'on donne des surplus militaires et toutes nos vieilleries, plutôt que de les démanteler et de les mettre sur des ronds-points, on les donne aux Ukrainiens et ils font des merveilles avec ça. Donc la réalité, c'est que seuls, sans notre soutien, à la fin d'année 2022, à l'automne 2022, les Ukrainiens, avant de recevoir des missiles, des chars, des avions, ils ont libéré 20 000 km² de leur territoire. Si on les avait correctement aidés à ce moment-là, cette guerre, elle serait finie, on serait en paix aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une sorte d'équilibre. La Russie, pour réussir à accélérer et à prendre du territoire, il faut qu'il y ait 3 fois plus d'assaillants que de défenseurs. Il faut une puissance de feu 3 fois supérieure. Les Russes n'arrivent pas à l'obtenir parce que, les Ukrainiens ont une production industrielle qui est en hausse. Les Ukrainiens seuls produisent 55% de l'armement qu'ils utilisent tous les jours sur le front. L'Europe, 25%, les États-Unis, 20%, et après vous avez quelques pourcents, le Qatar, l'Australie, le Japon, etc. Donc globalement, les Ukrainiens, seuls, ils arrivent à tenir, mais ils ne peuvent pas gagner. Mais vous dites quoi qu'ils pourraient... Seuls, ils peuvent tenir, mais seuls, ils ne peuvent pas gagner. Seuls, si les États-Unis demain, les États-Unis ont 8400 chars de bataille, dont 3000 en réserve. Si Trump décide d'en donner 1000, là, ça change le terrain. Et ça peut mener à une victoire ? Là, ça peut permettre de renverser la table et de faire des percées et de récupérer et de libérer du territoire. Mais si on reste juste à donner, saupoudrer, juste le nécessaire pour tenir, évidemment, le front, il restera plus ou moins stable. Donc, l'hypothèse de la Russie qui pourrait perdre cette guerre est encore possible selon vous aujourd'hui ? Ce scénario, il existe encore ? Si une masse de manœuvres est fournie à l'Ukraine et le seul pays qui en dispose, ce sont les États-Unis. Donc si les États-Unis le décident, les Ukrainiens pourraient gagner cette guerre. Ça nous montre que notre titre d'émission est vraiment très bien trouvé, parce qu'on a écrit à la fois que Poutine se déchaînait et que Trump armait l'Ukraine. Et j'en reviens à notre information du jour, que vous n'avez peut-être pas vue, mais qui est quand même très importante, puisqu'il y a une vente importante de missiles à l'Ukraine qui a été approuvée par Donald Trump. On parle de 3350 missiles air-sol à longue portée, des équipements aussi pour un montant total de 825 millions de dollars. Ça fait un peu plus de 700 millions d'euros. Avant de continuer, je vous rappelle que ces vidéos qui parlent d'Ukraine sont sponsorisées, mais que la totalité de l'argent du sponsor retourne à des actions caritatives en Ukraine. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Inconi. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est fondamental de garder une bonne hygiène numérique. Il y a quelques semaines, j'ai été appelé par de la fraude, ils essayaient de m'extorquer parce qu'ils avaient réussi à obtenir des informations sur moi suite à une fuite de données, et donc ils connaissaient les informations personnelles sur ma banque, sur l'opérateur que j'utilisais, et en réalité ils étaient en train de créer du hameçonnage pour me faire des virements. Heureusement, je suis au courant de toutes ces choses-là, mais imaginez que dans vos proches, vos enfants, vos parents, eux aussi, ils ont des data brokers qui vont enregistrer toutes les données les concernant, leur nom, leur âge, leur famille, où est-ce qu'ils habitent, leurs enfants, leurs habitudes de vie, leur santé, leur emploi, leurs revenus. Et ensuite, les data brokers, ils vont vendre ces informations pour des milliards d'euros. Alors heureusement, la loi, elle vous permet de disparaître de ces bases de données, sauf que vous ne savez pas dans lesquelles vous vous trouvez, et c'est là qu'Intoconi va vous soutenir. Eux, ils vont aller voir toutes ces bases de données, une par une. Depuis que je me suis inscrit, il y a maintenant plus d'1 an et demi, il y a plus de 200 data brokers qui avaient collecté des informations sur moi et desquels ils ont pu me faire disparaître. Et au fur et à mesure, avec mes recherches internet, mes voyages, eh bien, il y a de nouveaux data brokers qui vont continuer à enregistrer les informations, et c'est pour ça que je reste abonné. Donc vous aussi, suivez ce lien en commentaire à cette vidéo, inconi.com/Titelman, retrouvez votre intimité sur internet, soyez moins harcelés, payez le vrai tarif, puis comme ça vous pourrez continuer à utiliser internet tranquillement. Allez, on retourne à notre sujet. Il y a les missiles ERAM, Extended Range Attack Munition. C'est une nouvelle arme, dernière génération, vous allez mieux en parler que moi. Est-ce qu'elle peut changer le tournant de la guerre ou en tout cas jouer un rôle important, non ?
Non, alors en réalité, il faut comprendre qu'il y a deux guerres différentes. Il y a la guerre de front, de ligne zéro, dans laquelle il faut plus de petits drones, des blindés, etc., des hélicoptères, des avions de chasse. Et vous avez ensuite la longue distance. Et là, c'est une guerre de longue distance. Comment faire que la Russie arrête d'attaquer? On veut obtenir de la contraindre économiquement. C'est des sanctions ukrainienne contre la Russie. C'est réduire de 17% la capacité de pétrole, de production de pétrole sur le mois d'août. C'est colossal. Expliquons. Et donc, c'est ça l'objectif. Parce qu'en effet, les Ukrainiens ont différentes munitions possibles. On sait que c'est la guerre des drones. Et là, pendant tout l'été, ils ont visé les raffineries principalement, mais aussi les dépôts pétroliers. Et il y a même maintenant ce chiffre qui nous est donné. Alors, il y a plusieurs estimations, mais celle de Platts, S&P Global et même de Reuters dit que la Russie est amputée en conséquence de 17% de sa production de pétrole raffiné. Reuters dit 13%, mais ça reste quand même important. C'est tellement important que la Russie, Vladimir Poutine, a signé un décret pour interdire la vente, l'exportation de pétrole raffiné. Ils ont des pénuries dans le pays. Jusqu'au mois d'octobre, il ne faut plus les exporter. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi Trump appuie quand il fournit ses armes à longue distance. Le LRAM, c'est 1000 km. Donc c'est 3 fois plus loin que le maximum des missiles qui avaient été fournis jusqu'à maintenant. Et là, ils vont en fournir quasiment 3000 sur les 2 prochaines années, avec une production qui commence dans les prochaines semaines. On parle de la fin du mois de septembre. Et c'est-à-dire qu'à partir du mois d'octobre, vous aurez un afflux d'armes américaines avec une portée qui est beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant, mais surtout une puissance militaire. Les productions ukrainiennes, les drones kamikazes ukrainiens qui portaient parfois plus de 1000 km, c'était 50, 100 kilos. Là, on parle de 500 kilos. Mais à côté de cette arme particulière qui est fournie par les États-Unis, les Ukrainiens aussi ont fait des annonces. 1 tonne à 3000 km pour le Flamingo. Et donc finalement, vous avez comme ça une accumulation de nouvelles, parce que les Ukrainiens ils comprennent très bien que sur le front, ils n'arriveront jamais à renverser la table, à libérer leur territoire, mais faire s'effondrer l'économie afin que la Russie arrête d'essayer de pousser, c'est ça leur objectif maintenant, et c'est pour ça qu'ils développent toutes ces armes à longue distance. Quelques petites informations complémentaires que j'ai pas eu le temps de donner sur le plateau. Le Flamingo, on connaît sa portée et sa capacité opérationnelle. Un exemplaire produit en ce moment chaque jour. Objectif, en produire 7 par jour à partir du mois d'octobre. Donc on a comme ça un ramp-up industriel qui est très intéressant. Ensuite, la même société qui s'appelle Firepoint produit également un drone qui s'appelle un missile de croisière qui s'appelle FP1. Le FP1, pareil, c'est 50 kg à 1200-1400 km selon la charge utile qu'on peut faire varier. Et ils en produisent déjà aujourd'hui quasiment une centaine par jour et ils sont en train d'accumuler des stocks. À côté de ça, vous avez également le missile Neptune. Vous vous souvenez le missile qui avait coulé le bateau, le Moskva? C'était un missile anti-navire. Les Ukrainiens avaient développé une version sol-sol, ce qui permet de lancer des missiles de croisière à longue distance sans avoir besoin d'utiliser des avions, ce qui est très pratique encore une fois. Et donc ils avaient utilisé en version sol-sol, par exemple, pour détruire un système S-400 de défense aérienne qui est censé être le plus efficace du monde, en Crimée. Eh bien, ils en ont produit une nouvelle version qui est capable de taper à plus de 1000 km également, et ils en sont à la montée en puissance industrielle. Donc les Ukrainiens, ils ont des petits drones, 300 km/h relativement faciles à intercepter, des missiles de croisière qui vont à 800-900 km/h, qui vont évidemment maintenant jusqu'à 3000 km de distance, et ils ont également des missiles balistiques. Un missile balistique, ça va très très haut, c'est pas les mêmes intercepteurs qu'il faut pour ça, c'est beaucoup plus compliqué à détecter et à intercepter. Et ils ont un système qui s'appelle le Krim 2. À l'époque soviétique, il y avait un missile qui s'appelait le Grom, mais qui était conçu par des Ukrainiens, parce que vous savez que l'Ukraine représentait un tiers du potentiel militaire industriel de toute l'Union soviétique. Et donc, quand l'URSS s'est effondré, ils ont continué à travailler sur certains projets de modernisation. Et le Grom est devenu le Krim 2, notamment avec un financement de l'Arabie Saoudite. Il a été développé, ils l'ont testé en 2014. Premier essai opérationnel en terrain, c'était en mai 2025. Et ils viennent d'annoncer également la production en masse de ce missile balistique. Missile balistique, c'est 555, 500 kg, 500 km, Mach 5, plus de 5000 km/h. Donc encore un élément de plus qui nous fait penser que octobre, entre les armes américaines, les nouvelles productions ukrainiennes, ce qu'ils produisaient déjà par le passé, et puis ce ramp-up dans différents domaines, là, à partir du mois d'octobre, il y aura vraiment encore une accélération de la souffrance que les Ukrainiens ont à faire subir sur l'économie, sur les infrastructures, sur les usines russes. Il faut imaginer à cette échéance, si les Russes perdent chaque jour une usine ou une infrastructure critique, évidemment, ils se rendent compte que sur le long terme, continuer cette guerre leur coûtera beaucoup plus cher que ce qu'ils peuvent espérer obtenir en continuant à attaquer l'Ukraine. L'objectif est bien d'avoir un effondrement
de la capacité économique de la Russie à conduire la guerre. Ça ne veut pas dire que l'armée va s'effondrer et que les Ukrainiens vont pouvoir récupérer leur territoire, malheureusement pour eux. Ça veut dire qu'on doit contraindre la Russie à revenir comme elle l'a fait en 2014-2015. 2014-2015, elle envahit l'Ukraine une première fois dans le Donbass. Toute l'année 2015, elle viole les accords de Minsk, elle finit par conquérir notamment l'aéroport de Donetsk. Et puis ça s'arrête sans cessez-le-feu, sans paix officielle. Donc là, le but, c'est de faire en sorte que la Russie ne puisse plus financièrement continuer à avancer. Et donc ça se fera par l'économie et donc avec ces missiles. Donc oui, ça peut y contribuer pour la paix, mais pas pour une victoire ukrainienne. L'Ukraine pourrait-elle frapper plus durement la Russie? C'est la question de Bernard, j'ajoute à court terme. Ah oui, très clairement. Déjà parce que les différents missiles qui ont été annoncés, en fait, chacun des deux protagonistes, avant de rencontrer Donald Trump, a voulu mettre les cartes sur la table. La Russie a fait des offensives marketing, mettre un drapeau en envoyant quelques dizaines de gars qui se sont fait piéger derrière. Absolument. Mais ils ont mis ce drapeau, ça a donné une impression, on s'est vraiment inquiété, c'était vraiment bidon. Et les Ukrainiens, de leur côté, ils ont montré plutôt leur capacité à frapper dans la profondeur. Tout le mois d'août, toutes ces frappes sur la profondeur, des vrais succès opérationnels, économiques, militaires, sur les infrastructures, sur les usines et sur les stocks de munitions. Et là, ils montrent le futur. Ils disent à Poutine, demain, ce sera pire. Arrête-toi maintenant, parce que demain, ce sera vraiment pire. Cette accélération ukrainienne, je pense qu'on la verra à partir du mois d'octobre, parce que c'est là que tout est en train de se goupiller. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt.